Je lève les yeux pour regarder l'heure qu'il est, sur l'horloge du clocher, et j'aperçois des lumières au-dessus de l'église. Une multitude, je ne sais pas combien, mais c'était énorme, quoi. Moi, j'étais impressionné par déjà la vitesse, c'était assez régulier. Hein. C'était à peu près une vitesse où un dirigeable se déplace. Et aucun bruit, pas de fumée, rien. Il n'y avait rien qui se dégageait, rien. Jean-Marie Keller est bouleversé. Il va alors réagir de manière instinctive et se lancer dans une incroyable poursuite de l'OVNI. On pense à tout, comment je vais faire pour pouvoir le voir mieux, ou encore le voir, ou assister au truc. Il faut que j'aille quelque part pour voir ça à ciel ouvert. Hein. J'ai tourné en rond, je suis allé à droite, j'ai au moins fait 5-6 km, je vais aller dans tous les sens. Malgré ses efforts pour le suivre, le phénomène a disparu du champ de vision de Jean-Marie Keller. Le 5 novembre 1990, vers 19h et pendant quelques minutes, la France a été survolée par un extraordinaire phénomène. C'était fantastique, c'était absolument incroyable. Une sorte de sentiment de bonheur quand vous voyez ça. De Quimper à Strasbourg, de Lille à Bordeaux, les Français ont vu un spectacle incroyable. Des boules de feu, des traînées lumineuses, des phares perçant les ténèbres. Certains observateurs ont vu des dizaines de vaisseaux dans le ciel, parfois de taille inimaginable. Oh ben c'était gigantesque. Aucun de ces témoins n'aurait pu imaginer qu'un jour, il allait voir une telle vague d'ovnis en France. On va employer le terme, hein, c'était un ovni. Bon, un objet volant non identifié, ben ça correspond. Hein. Pour moi, ça ne faisait aucun doute, ça ne pouvait être qu'extraterrestre. Menuisiers, comptables, directeurs d'école, gendarmes, tous, y compris des professionnels de l'aviation civile, militaire et même spatiale, ont été frappés de stupeur. Jamais les autorités françaises ne parleront de cet événement. Et l'explication officielle donnée 4 jours plus tard par le CNES, l'équivalent de la NASA en France, ne convaincra pas tout le monde. Les centaines de personnes qui ont vu la même chose à travers toute la France, on a vraiment pris ces gens-là pour des idiots. Depuis 25 ans, cet épisode de l'histoire des ovnis fait débat. Pour beaucoup, le mystère reste entier. Ils sont nombreux à douter. Pour tenter de découvrir les secrets de ce phénomène exceptionnel, ouvrons les dossiers surnaturels. Le lundi 5 novembre 1990 à 19h, des milliers de Français ont vu un phénomène lumineux spectaculaire. Faut-il croire les témoins qui disent avoir vu une armada d'ovnis semblant voler au-dessus d'eux? Que penser lorsque les autorités ne parviennent pas à expliquer complètement ce que les témoins ont vu? Quelle vérité n'aurait pas été révélée depuis 25 ans? En étudiant le cas du 5 novembre 1990, nous avons été surpris de constater le nombre important de témoignages. Il y a ceux consignés dans les archives du Centre national d'études spatiales, le CNES, mais il y a aussi tous ceux publiés dans la presse de l'époque qui n'ont pas forcément fait l'objet d'une enquête officielle. Nous avons passé des semaines à la recherche de ces gens qui souvent n'ont jamais voulu reparler de ce qu'ils ont vu. Qu'elles aient refusé de s'exprimer à l'époque, voulu rester anonymes ou au contraire qu'elles aient été au cœur de l'enquête, à notre grande surprise, aucune des personnes contactées n'a oublié cette nuit-là. Et parmi elles, des services officiels, des gendarmes, des militaires, qui eux aussi ont observé l'étrange phénomène lumineux. Le gendarme Yannick Lombard a aujourd'hui 58 ans. Il est à la retraite. L'événement du 5 novembre 1990 est certainement l'enquête la plus inhabituelle qu'il ait eu à mener. Dom-le-Mesnil dans les Ardennes.
Aux environs de 19h, le gendarme Lombard et son collègue terminent une mission de surveillance, quand soudain, leur attention va être attirée par une lumière dans la nuit. À l'approche du carrefour de la route de Médine, mon jeune collègue qui était à proximité m'a fait remarquer qu'il y avait un projecteur qui éclairait derrière un garage qui s'appelait à l'époque le garage Héroguez. Il avait une forte intensité, c'est-à-dire que ça faisait comme un tube cylindrique, très distinct. Dans mon esprit, c'est un hélicoptère. Dès qu'on arrivait au carrefour, on s'est stationné, car on a vu plusieurs véhicules également qui étaient stationnés. On a vu des gens qui regardaient en l'air, donc machinalement on a regardé également en l'air. C'est là qu'on a vu une forme de delta, que j'évalue une centaine de mètres, parce que ça faisait plusieurs pâtés de maison. On était surpris parce qu'on n'entendait aucun bruit de moteur, on était dans le silence total. Comme la nuit était bien étoilée, on voyait la forme qui se déplaçait très lentement. À fur et à mesure qu'il passait au-dessus de nous et puis qui progressait, on voyait les étoiles qui disparaissaient à l'avant et qui réapparaissaient à l'arrière. À l'avant, il y avait une lumière blanche. Sur les pointes du delta, à l'issue, ça faisait des autres lumières blanchâtres aussi. Et tout le long, sur les côtés du delta, des petits scintillements orangés, avec dans son centre des petites lumières qui scintillaient dans le centre. Bizarrement, ça n'éclairait pas le sol. Ça faisait comme un faisceau lumineux, le contour était très précis, comme un tube néon. On s'est posé la question de savoir ce que c'était. Pour moi, ça ressemblait à un delta. Bon, un delta, voilà, à part un avion furtif, mais c'était trop gros pour être un avion furtif, d'après mon point de vue. Machinalement, on a voulu l'éclairer avec des projecteurs, puisqu'on a des projecteurs dans le véhicule. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, qu'on pensait qu'il était très bas, non, en fin de compte, on ne pouvait pas l'éclairer, donc c'était plus haut. Plus d'une cinquantaine de gendarmes sur le territoire seront témoins du phénomène. Dans le ciel, c'est une douzaine de pilotes, civils et militaires, qui observent un énorme ensemble de points lumineux. Parmi eux, Christian Loiseau, pilote d'un avion Air France. Son équipage et une grande partie des passagers ont été les témoins pendant plusieurs minutes d'un spectacle étonnant. L'avion est parti de Paris en direction de Barcelone. À 19h, il survole la région de Gaillac dans le sud de la France. Nous étions à ce moment-là à une altitude de 33 000 pieds, c'est-à-dire aux environs de 10 000 mètres. C'était un ciel très dégagé, avec une excellente visibilité sur toute la France. Et c'est là que nous avons vu sur notre droite de l'appareil un phénomène lumineux. C'est moi qui ai vu ce phénomène en premier. Je l'ai dit tout de suite à l'équipage, au copilote qui était en place droite, qui l'a vu également, et ainsi que le mécanicien qui était derrière, qui est l'ingénieur navigant, qui s'est avancé et qui a vu ce phénomène. Par la suite, une hôtesse arrivant à ce moment-là nous demande ce que l'on regardait, parce qu'on était très étonnés. On lui a dit que c'était un ovni. Et il nous a dit, vous vous foutez de ma gueule. Ça ressemble à un ovni. Après, je l'ai annoncé aux passagers qui ont regardé par les hublots, donc les passagers de droite, qui ont pu apercevoir exactement ce phénomène, comme nous l'avons vu. La forme générale était une forme trapézoïdale. Ce système lumineux consistait en des lumières de couleur bien définies qui ne variaient pas dans leur intensité. Il y avait du vert, du rouge, et au centre de ce dispositif, de ces lumières, on pouvait apercevoir une lumière très intense, très blanche et très intense. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de lumière qui se déplace en pleine nuit dans l'espace. On était, on peut dire, un petit peu dans l'émerveillement de ce phénomène qui était très beau. Christian Loiseau veut en avoir le cœur net. Il appelle le contrôleur aérien et lui demande s'il voit quelque chose sur son écran radar. Ils nous ont répondu par la négative, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun contact radar. Rien du tout sur l'éco-radar, vérifié. On a demandé au contrôle s'il était possible de faire un petit virage pour permettre de voir ce phénomène un peu plus longuement. Et le contrôle nous a répondu positivement.
Donc on a déconnecté le pilote automatique pendant quelques secondes et on a fait un léger virage pour continuer à voir ce phénomène. Et on l'a vu sous un autre angle qui s'éloignait de nous. Pour les professionnels, pilotes de ligne ou gendarmes, la vision de l'OVNI est suffisamment incroyable pour avoir semé le doute. Mais pour des centaines d'autres témoins, le doute se transforme rapidement en conviction. C'est bien un OVNI qui est passé au-dessus de leur tête. À l'époque, Pierre Boisdet a 50 ans. Il est directeur d'école. Il est peu enclin à croire aux histoires surnaturelles. Mais ce soir-là, ses convictions vont être ébranlées. Je terminais ma journée, il était 19h à peu près. J'étais accompagné par mon fils Sylvain, il avait 11 ans à l'époque. Puis il était venu me rejoindre dans la classe après sa journée de collège. C'était à l'école, mon cher. Donc on sort. Et puis sur le perron, il a attiré mon attention en disant « Oh papa, regarde !» Regarde là en haut, on est venu. Et à ce moment-là, moi j'ai levé les yeux. Et puis j'ai vu apparaître une masse noire qui déborde de mon toit, qui avance doucement. Et puis qui finit par occuper la moitié du ciel visible. Hein. Alors là, je me suis dit quand même que je voyais quelque chose qui n'était pas ordinaire et qu'il fallait que je m'en souvienne et puis que je puisse le rapporter par la suite. Alors j'ai bien fixé. Intrigué, Pierre Boisdet a alors tout le temps d'observer cette masse gigantesque. C'était polygonal, c'est une taille apparente hein, qui faisait 20-30 mètres. Hein. Maintenant, si l'appareil était plus haut, à ce moment-là, c'était quelque chose d'énorme. Alors les lumières, en fait, il y en avait aussi tout autour, comme des feux de position. En regardant plus attentivement, j'ai vu qu'il y avait un fourmillement de petites lumières colorées. Hein. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait des traînées de condensation derrière, un peu comme les avions à réaction, quoi. C'était lumineux, c'était un beau spectacle, franchement, qui était plein de paix. Devant ce spectacle surnaturel, Pierre Boisdet va se forger une conviction. On va employer le terme, hein, c'était un ovni. Bon, un objet volant non identifié, ben, ça correspond. Hein. Envie presque de communiquer, pour moi c'était une visite de courtoisie, quoi. Il n'y avait rien d'agressif là-dedans, il n'y avait pas de bruit du tout. Hein. J'entendais même pas la circulation qui est toute proche, un petit peu comme si on était dans une bulle de silence. Au même moment, à 200 km plus à l'est dans le Loir-et-Cher, deux amis sont partis observer des animaux nocturnes. Jacques Davézé va rester profondément marqué par ce qu'il a vu. Et comme la plupart des témoins, 25 ans après l'événement, son souvenir reste intact. On roulait tranquillement sur la petite route de Villavard qui va à Sagnières. On regardait à gauche, à droite pour voir si on voyait pas des animaux qui sortent le soir, principalement renards, blaireaux, voire fouines, belettes et autres. D'un seul coup, on aperçoit des lumières intenses qui sortaient du petit bois qui venait de notre droite. Et ça nous a tellement interloqués, cet objet gigantesque lumineux. Là, il a éteint la voiture, mon copain, c'est lui qui conduisait. On est donc sorti de la voiture en regardant méduser cet objet gigantesque qui était éclairé, qui n'allait pas vite et qui n'était pas haute. On aurait pu penser qu'elle allait atterrir quelque part, quoi. On s'est dit, s'ils trouvent un champ qui leur convient, ils vont s'arrêter et puis on va aller les voir, on va aller discuter avec eux, quoi. Ils ont des choses à nous dire, sûrement. Comme pour tous les témoins, c'est la dimension hors norme de l'appareil qui va le plus les impressionner. Lui, il estimait la grandeur de l'appareil à 200-300 mètres de largeur, tout en étant légèrement arrondi comme un boomerang, quoi. On voyait des lumières qui étaient précises. Donc il y en avait une qui était rouge, qui elle, était clignotante. Et puis après, il y avait deux gros projecteurs bien forts à l'avant. Et puis dans le bout des ailes, là, il y avait 4 ou 5 éclairages jaune, blanc. Et puis il y avait comme des halos de fumée qui, d'après mon copain, faisaient à peu près 75 mètres, 80 mètres de long. Alors fumée, vapeur, je sais pas. Les deux hommes sont sidérés par la vision de cet objet volant dans le ciel.
Mais un détail en particulier va faire naître en eux un réel sentiment d'angoisse. Le plus inquiétant, c'est qu'il n'y avait aucun bruit. Alors ça, c'était terrible, ça. On était complètement scotchés, on était là, ébahis. Et je lui ai dit par un moment, pince-moi, on rêve ou quoi? Il m'a dit non, on rêve pas, c'est un truc fantastique qui nous arrive là, quoi. Ce spectacle fantastique, Jackie et son copain sont persuadés d'être les seuls à le voir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au même moment, ils sont des milliers en France à vivre une expérience similaire. Et pour certains de ces témoins, cette expérience hors du commun va changer leur vie. Depuis ce jour, Jean-Marie Keller est devenu astronome amateur. Ce menuisier n'avait jamais imaginé qu'un jour, il se passionnerait pour les étoiles et les ovnis. Ce soir-là, à Batzendorf, en Alsace, Jean-Marie Keller sort de son atelier pour aller chercher du bois dans sa cour. Je lève les yeux pour regarder l'heure qu'il est, sur l'horloge du clocher, et j'aperçois des lumières au-dessus de l'église. Une multitude, je ne sais pas combien, mais c'était énorme, quoi. Au début, je pensais, bon, c'est peut-être un avion qui est en panne, qui va se casser la gueule, mais vu la taille, j'ai dit, c'est pas possible, ça serait un truc énorme. Vous voyez une masse assez sombre, vous ne voyez pas les étoiles de travers. Il y avait une multitude de lampes qui contournaient l'objet. À l'avant de cette chose, il y avait une lumière un peu plus importante. Elle était fixe, elle était allumée. Et l'arrière, je voyais une autre lumière qui allumait, s'éteignait périodiquement. Moi, j'étais impressionné par déjà la vitesse, c'était assez régulier. C'était à peu près une vitesse où un dirigeable se déplace. Et aucun bruit, pas de fumée, rien. Il n'y avait rien qui se dégageait, rien. Ce truc-là s'est déplacé au-dessus de ma tête, juste au-dessus de moi, comme un plafond d'un immense immeuble. Jean-Marie Keller est bouleversé. Il va alors réagir de manière instinctive et se lancer dans une incroyable poursuite de l'OVNI. On pense à tout, comment je vais faire pour pouvoir le voir mieux, ou encore le voir, ou assister au truc. Il faut que j'aille quelque part pour voir ça à ciel ouvert. J'ai pris ma voiture et je suis sorti du village. J'ai tourné en rond, je suis allé à droite, j'ai au moins fait 5-6 km, je vais aller dans tous les sens. J'ai vu plus rien du tout, mais rien, absolument rien. Et pourtant là, j'aurais dû voir quelque chose parce que là où j'étais, il y avait ciel ouvert à peu près dans un rayon de 40 à 50 km. Malgré ses efforts pour le suivre, le phénomène a disparu du champ de vision de Jean-Marie Keller. Le gendarme Lombard et son collègue ont eux aussi tenté de poursuivre ce qu'ils voyaient, mais sans plus de succès. Nous avons fait demi-tour avec le véhicule pour voir si on pouvait suivre ce phénomène. Voilà. Non. On a vu que c'était distant et puis après on l'a perdu de vue, quoi. Une apparition de quelques minutes qui laisse bon nombre de témoins sans voix. Pour tous, le phénomène observé est inexplicable. Le vaisseau vu dans le ciel ne correspond à rien de connu. Certains témoins sont effrayés par ce qu'ils ressentent comme une menace venue du ciel. C'est le cas de Sylvain, le fils de Pierre Boidet. Il a 11 ans à l'époque. Mon fils, bon, il était là, il assistait, il était agité, il était angoissé. Et puis, il a eu peur parce que j'avais pas de réponse à lui donner, quoi. J'étais moi-même en quête d'une réponse. Et je crois que c'est ça qui l'a perturbé, quoi. Dans la voiture, Pierre découvre que son fils est complètement sous le choc. Pendant le trajet du retour, j'avais une 2 chevaux, et mon fils était derrière, il pleurait. Et puis, il suppliait de ne jamais lui reparler de ce moment-là, quoi. Je pense qu'il avait trop eu peur. Et puis on arrive chez nous, on dit rien, ni l'un ni l'autre. C'est mon épouse qui, à table, a remarqué que Sylvain était muet. Ça va, Sylvain? Elle a demandé pourquoi il était comme ça.
Donc il a raconté, il a dit. J'ai vu un ovni juste au-dessus de l'école. Et puis moi j'ai pu expliquer à ce moment-là ce qu'on avait observé tous les deux. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment se rassurer, être certain que cette vision stupéfiante n'est pas une illusion, une hallucination? Les bases aériennes, militaires et civiles reçoivent des centaines d'appels. Mais la réponse des contrôleurs aériens sera toujours la même. Aucun écho, aucun signal n'a été enregistré par leur radar. Dans le ciel, c'est la confusion. Les pilotes d'avion, qui sont témoins du phénomène, redoublent d'attention. Patrick Depin, professeur d'art graphique, est l'unique témoin qui a eu la chance de pouvoir filmer ce qui a traversé le ciel de France ce soir-là. Colmar, 19h. Patrick s'apprête à rentrer chez lui quand une étrange lueur attire son regard. Je sors de la voiture et machinalement, j'ai les yeux qui sont attirés vers le ciel côté ouest. Le ciel donc était bien noir déjà à 7 heures. Et je vois une sorte de feu d'artifice un peu raté qui crée comme 3 petites gerbes d'étincelles, mais pas très fortes. Je n'y ai pas trop prêté attention, donc voilà, je m'apprête à rentrer dans la voiture pour la rentrer au garage. Et c'est au moment où je m'assois dans la voiture que je vois le ciel au-dessus de moi complètement embrasé, pourrais-je dire, par des traînées lumineuses qui avancent de manière très parallèle, dirigées d'ouest en est. Ni une ni deux, je plonge récupérer la caméra que j'avais laissée dans la voiture. J'avais eu l'habitude d'utiliser la caméra de manière répétitive. Donc je sors ma caméra, c'était une caméra d'épaule à l'époque, et je me mets à filmer. Ce qui m'a frappé, c'est surtout le sentiment, alors c'était certainement trompeur, hein, puisqu'il faisait nuit, que c'était pas très haut dans le ciel. Ça avait l'air d'être, voilà, on avait le sentiment que c'était une armada qui arrivait, qui allait se poser un peu plus loin, quoi. Ce que je voyais à l'œil nu, c'est cette espèce de liaison apparente, en tout cas entre les 3 points. Comme si ces 3 points étaient les 3 extrémités d'un objet. C'était fantastique, c'était absolument incroyable. J'avais vraiment le sentiment de voir un phénomène absolument unique. Une sorte de sentiment de bonheur quand vous voyez ça. Durant de longues minutes, Patrick Depin observe subjugué cet objet volant non identifié dans le ciel. Il est alors rejoint par son épouse, inquiète de ne pas le voir rentrer. Les premiers mots que je lui ai adressés, c'est « Il disait, mais tu ne vois pas ? Ils arrivent, ils arrivent !» Ils sont enfin là. Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Patrick observe le phénomène à travers l'œilleton de sa caméra jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les immeubles en face de chez lui. Avec cette apparition, il se forge une conviction. Pour moi, ça ne faisait aucun doute, ça ne pouvait être qu'extraterrestre. Avec manifestement un débarquement au vu et au su de tous. Dans les archives, nous avons découvert que le lendemain, peu de témoins se sont rendus en gendarmerie pour signaler l'étrange phénomène. Pourtant, le 6 novembre au matin et ensuite à midi, les radios et la télévision, alertés par des milliers d'auditeurs, donnaient une dimension nationale à l'événement. On a aperçu hier soir, vers 19h, un peu partout en France, des lumières dans le ciel, l'une plus grosse que les autres, un peu comme un vol en formation, mais il n'y avait rien sur les écrans radars. Mais de nombreux témoins se demandaient encore s'ils n'avaient pas été victimes d'hallucinations. D'autres, par peur du ridicule, préféraient se taire. Pour rassurer les éventuels témoins, les autorités vont alors autoriser certains des gendarmes témoins de l'étrange événement à communiquer dans la presse locale. C'est le cas du gendarme Lombard, chargé de recueillir des témoignages pour faire avancer l'enquête. Une enquête peu banale et qui s'annonçait difficile. Les gens, pour les retrouver, c'était encore moins évident. Heureusement que on avait une connaissance de la population, on savait quelles sont les personnes qui nous en avaient parlé, donc on en a retrouvé quelques-uns pour recueillir témoignages, mais c'était pas évident. Même nous, au départ, on était un peu réticents à vouloir témoigner. J'ai recueilli des témoignages des gens qui étaient au Carrefour, des gens qui étaient à Nouvion-sur-Meuse, des gens qui étaient à Lume. Par peur de passer pour des fous, la plupart des témoins refusent de s'exprimer. Une réaction qu'à l'époque, le gendarme Lombard comprend très bien.
Ce qui a facilité l'enquête, c'est qu'au moment des faits, ma hiérarchie m'avait donné l'autorisation de répondre aux questions des journalistes. Là, les langues se sont déliées et les gens sont venus nous voir. Mais tant qu'on n'avait pas fait paraître dans la presse locale les témoignages des gendarmes, personne ne voulait témoigner. Après le témoignage des gendarmes, des milliers d'autres vont suivre. D'autant plus que dès le 6 novembre, des millions de téléspectateurs vont découvrir que leurs voisins, collègues ou parents n'ont pas eu d'hallucination collective, car l'étrange phénomène a même été filmé. Messieurs, bonsoir. Vous avez été très nombreux hier soir à nous appeler pendant le journal et juste après pour nous signaler les étranges phénomènes que vous constatiez un peu partout dans le ciel de France. Regardez ce que nous a adressé l'un de nos téléspectateurs de Colmar. Ces images en 8 mm ont été tournées hier soir à Colmar à 19h, affirme M. Depin, le témoignage de l'auteur de ces images. Ce qui m'a frappé tout d'abord, c'est la régularité et la direction très parallèle de ces différents points lumineux. Ces images vont être vues par plus de 10 millions de téléspectateurs. Et beaucoup d'autres témoignages vont être diffusés. C'est le cas à Reims, une ville dans laquelle de nombreux habitants ont eux aussi observé ce soir-là un ensemble lumineux gigantesque dans le ciel. Avec une alerte aux ovnis hier soir dans la région. Dans les archives, nous avons retrouvé un journal télévisé où 3 personnes sont interviewées. Françoise Toraval. Un énorme point lumineux. José Dumont. Ça faisait une centaine de mètres de long, 50 mètres de large. Et Alain Atta. Ça faisait comme des myriades de toutes les couleurs. Nous avons retrouvé ces 3 témoins. Et nous avons pu vérifier à quel point leurs souvenirs sont demeurés intacts. Nous avons décidé de mener une contre-enquête et de retourner avec eux, à Reims, sur les lieux d'observation du phénomène. Ces 3 personnes ne se connaissent pas. Il y a 25 ans, le 5 novembre, elles n'étaient qu'à quelques kilomètres les unes des autres. Ont-elles vu la même chose? Et cet objet a-t-il emprunté la même trajectoire? Françoise Toraval a aujourd'hui 81 ans. Cette soirée du 5 novembre 1990 a profondément marqué sa mémoire. Ce soir-là, Françoise est sur son balcon. Alors qu'elle s'occupe de ses plantes, de fortes lumières arrivant sur sa droite attirent son attention. Et à ce moment-là, j'ai levé la tête, évidemment, et j'ai vu une masse énorme avec à peu près 5 lumières qui passaient au-dessus de ma tête. Ça m'a pétrifiée, j'ai posé ce que j'étais en train de prendre. Je suis rentrée, je me suis assise 30 secondes sur mon canapé. Mais comme je suis d'un naturel curieux, je suis ressortie et je l'ai vu, donc j'ai vu cette masse se diriger vers Cernay-les-Reims, c'est-à-dire vers l'est. Oh ben c'était gigantesque. Ça avait la forme d'une raie manta, tout plat comme ça, qui aurait eu que 5 lumières à peu près à ses extrémités. Elle donnait quand même l'impression d'être menée, d'être gouvernée. C'était pas quelque chose qui s'en allait de droite à gauche. Ça filait tout droit, lentement, mais d'une manière continue et toujours sans aucun bruit. On ne pouvait pas l'assimiler à un avion. Un avion fait toujours du bruit. Mais alors, si ce n'est pas un avion, quel est donc cet immense objet en forme de raie manta que Françoise a vu dans le ciel? C'était un ovni, j'en sais rien, mais c'était quelque chose d'étrange. Hein. À un peu plus de 7 km de là, sur une route nationale, tout près d'une base militaire, de nombreux témoins vont eux aussi être aux premières loges d'une spectaculaire et étrange apparition lumineuse. Parmi eux, José Dumont. À l'époque, José est pompier. C'est un homme qui a les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Mais ce qu'il va voir ce soir-là dépasse de loin tout ce qu'il pouvait imaginer. Nous sommes retournés avec lui sur les lieux de son observation. Comme pas mal de voitures, je me suis arrêté parce que devant moi, à cet emplacement-là, quelque chose d'inexpliqué apparaissait à nos yeux. C'est quelque chose qui fait 200-250 mètres de long sur une centaine de mètres de hauteur à peu près. Hein. Avec des lumières partout, ça clignotait, mais il n'y avait pas de structure, aucune structure métallique, rien du tout. Ça sortait d'ici et ça allait dans cette direction-là. Donc en gros, ça arrivait de l'ouest et ça partait vers l'est. Je me suis bien sûr posé la question, comme tous ceux qui étaient là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? On est resté ébahis devant cette chose qui avançait à faible allure. Mais aujourd'hui, 24 ans après,
Je revois encore l'endroit, je revois encore ça. Bon, les arbres ont grandi, bien sûr, 24 ans plus tard, mais c'est encore gravé dans ma mémoire, bien sûr. Toujours à Reims, au même moment, à près de 9 km de là et à 3 km de Françoise Toraval, dans le quartier Croix-Rouge, se trouve Alain Attard. À l'époque, Alain est photographe pour un quotidien régional. Ce soir-là, il est sur le point de rentrer chez lui, mais il est loin d'imaginer ce qui est sur le point de lui arriver. J'étais au volant et dans le ciel, au loin là-bas, j'ai vu des lumières. Des petites lumières qui clignotaient, mais assez nombreuses. Là-bas, à la cime des arbres. Et donc, je me suis arrêté. Je suis descendu de voiture et j'étais tellement impressionné que j'ai regardé ce qui se passait. Et je les ai vus avancer tout doucement vers moi. J'ai largement eu le temps de les voir et de les contempler. C'était quelque chose d'assez magnifique. C'était superbe. Ça avait l'air très grand, très grand, et on ne voyait pas à travers. Donc c'est pour ça que ça se détachait quand même dans le ciel. Ce qui était étonnant surtout, c'est qu'il y avait un silence absolu. On n'entendait rien. Et c'est passé au-dessus de moi tranquillement, doucement. Et c'est parti par là, au-dessus de la ligne d'horizon qu'on voit au fond là-bas. Et moi qui suis photographe, par exemple, j'ai même pas eu l'idée une seconde de prendre un appareil photo que j'avais dans le coffre, tellement c'était superbe et impressionnant, quoi. J'étais complètement fasciné par ce phénomène-là. À Reims, nous avons donc 3 témoins décrivant tous le même phénomène, mais chacun de manière différente. Pour Françoise Toraval, 5 points lumineux formant un objet en forme de raimanta, de triangle, de dimensions très impressionnantes. Pour José Dumont, c'est un objet de plus de 250 mètres de long et 100 de large, avec plein de lumières clignotantes. Pour Alain Attard, c'est un grand objet dans le ciel avec plein de lumières qui scintillent. Quant à la trajectoire du phénomène observé, 2 témoins, José Dumont et Françoise Toraval, décrivent une trajectoire d'ouest en est qui est passée au sud de leur point d'observation. Pour Alain Attard, la trajectoire est différente. Les lumières sont passées du sud au nord en passant au-dessus de son point d'observation. Autre indication. José Dumont et Françoise Toraval auraient observé le phénomène à peu près à la même hauteur par rapport à l'horizon, alors que les 2 témoins étaient distants de plus de 7 km. Conclusion. Le phénomène devait donc être très haut et très loin pour être visible par tous les 2 sous le même angle. Reste le 3e témoignage, celui d'Alain Attard. Pourquoi son observation est-elle si différente des 2 autres? Et comment expliquer que José Dumont n'ait pas vu arriver sur lui le phénomène, alors qu'à en croire Alain, il était situé sur sa trajectoire? À l'époque, dans la presse, les journalistes sont peu nombreux à mener ce genre d'enquête. Les témoignages venus des 4 coins de France sont souvent imprécis, parfois contradictoires, et rares sont les scientifiques à risquer une hypothèse pour expliquer un tel phénomène. Le vendredi 9 novembre, 4 jours après l'apparition des étranges lumières dans la nuit, l'explication officielle tombe enfin. Les boules lumineuses observées lundi soir n'étaient en réalité que les morceaux d'une fusée soviétique. On a tout vu car le temps était clair, d'habitude ça passe inaperçu. Dans un communiqué, le CNES, le Centre national d'études spatiales, confirme l'hypothèse avancée dans les médias. Il s'agirait bien de la rentrée dans l'atmosphère d'un objet artificiel, à savoir le 3e étage d'une fusée soviétique ayant servi quelques jours plus tôt à lancer un satellite de télécommunication. Le communiqué du CNES précise que, dans sa phase finale de désintégration, l'objet a traversé la France sur une orbite Pau-Strasbourg. Pour beaucoup de témoins, c'est la perplexité et très vite l'incrédulité. Là, ça m'a révolté parce que c'est pas du tout ce qu'on avait vu. Qu'on prenne un retour de n'importe quelle façon, ça pouvait pas être ça. Je ne l'ai pas cru parce que j'ai eu l'occasion de voir des rentrées dans l'atmosphère, donc de structures terrestres, et que ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'ai vu. Il n'y avait aucune combustion, aucune traînée, donc je n'ai pas cru à cette thèse de la rentrée dans l'atmosphère de la 3e étage d'une fusée soviétique. Les centaines de personnes qui ont vu la même chose à travers toute la France, on a vraiment pris ces gens-là pour des idiots. Mais je pense que les idiots ne sont pas forcément où on pense qu'ils sont. Beaucoup de témoins ne croiront pas à l'explication officielle de la rentrée atmosphérique.
D'autant plus que dans son communiqué du 9 novembre, comme dans ses conclusions envoyées le 27 novembre aux témoins, le CNES décrit des événements qui ne correspondent pas toujours à ce qu'ont vu la plupart des observateurs. Par exemple, la trajectoire Pau-Strasbourg de la supposée rentrée atmosphérique. La plupart des témoins décrivent une trajectoire d'ouest en est située au milieu de la France. Aussi, certains observateurs situés dans le sud-ouest ne comprennent toujours pas comment ils ont pu voir le phénomène apparaître vers l'ouest et continuer vers l'est, alors que selon la trajectoire des spécialistes du CNES, le phénomène est arrivé du sud, c'est-à-dire dans leur dos. 25 ans après les faits, si des centaines de gens pensent encore, malgré l'explication officielle qu'ils ont vu un ou des ovnis, ce n'est peut-être pas sans raison. Pendant les 3 jours qui ont suivi ces apparitions, les scientifiques en ont été réduits aux hypothèses. Et bizarrement, même le très prestigieux CNES, l'équivalent de la NASA en France, a été incapable d'expliquer rapidement ce que les gens ont vu. En plongeant dans leurs archives et celles des médias, nous avons fini par découvrir une histoire secrète, presque surnaturelle, tellement elle est incroyable. L'histoire d'une gestion de crise qui fut un véritable fiasco. À l'époque, alors que les experts français émettent des hypothèses prudentes ou contradictoires, le CNES va s'exprimer publiquement par la voix d'un certain Jean-Jacques Velasco. On va avoir toute la palette des données qu'interprètent les gens. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui vont objectivement reconnaître, identifier un phénomène, et puis d'autres qui vont imaginer peut-être qu'ils sont en présence d'un cigare avec des occupants à bord. Jean-Jacques Velasco a beau être responsable du service des expertises des phénomènes de rentrée atmosphérique, dans les 3 jours qui suivent, il va systématiquement remettre en cause l'hypothèse d'une rentrée atmosphérique. Mais le 9 novembre, après une période de confusion, revirement complet. Cette fois, le CNES annonce que ce que les témoins ont vu était bien une rentrée atmosphérique. Pour tenter d'expliquer ce volte-face, nous avons contacté Jean-Jacques Velasco. Mais malgré nos sollicitations, il a refusé de participer à notre documentaire. Voici sa réponse. La blessure reste entière encore aujourd'hui pour différentes raisons qui seraient trop longues à expliquer. La presse n'a pas d'ailleurs joué un rôle très correct à l'époque, et c'est aussi pourquoi je préfère ne plus évoquer cette affaire auprès des médias. Alors que s'est-il réellement passé au CNES dans les 4 jours qui ont suivi le 5 novembre 1990 ? À l'époque, Jean-Jacques Velasco est donc le responsable du service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, le CEPRA. Ce service ne compte que 3 personnes, ce n'est visiblement pas la priorité du CNES. S'ils sont des centaines à envoyer des fusées dans l'espace et des satellites en orbite, ils sont peu en revanche à s'intéresser vraiment aux débris et morceaux de fusées qui retombent immanquablement sur Terre. À partir du 6 novembre et pendant une semaine, l'équipe du CEPRA va recevoir des centaines d'appels de témoins. Malgré le renfort de 2 personnes, l'équipe va rapidement être débordée. Nous avons retrouvé un membre du CNES qui a vécu ces quelques jours avec Jean-Jacques Velasco. Il a accepté de témoigner sur cette gestion de crise qui a viré au cauchemar. Une seule condition, rester anonyme. En tout cas, le téléphone n'arrêtait pas de sonner et on était 3 à répondre, c'était continu. Petit à petit, on s'aperçoit que l'affaire a une certaine importance, ne serait-ce par le volume des témoignages. Et bon, on va dire que pour Jean-Jacques, on avait l'impression que c'était un petit peu le grand jour qui était arrivé, puisque là, on avait vraiment une affaire très, très sérieuse et très importante. Et donc, il avait pleinement conscience de l'importance de l'affaire à cette époque. Pour identifier le phénomène, la première question qui se pose est de déterminer s'il s'agit d'un ou plusieurs phénomènes. Et cela va prendre au CEPRA plusieurs jours. Il y a un moment donné où on s'est occupé vraiment de positionner les témoignages sur une carte. Et puis quand on s'est aperçu que toutes les personnes qui étaient au sud d'une certaine ligne observaient quelque chose qui était vers le nord et qui se dirigeait vers le nord-est, et puis que toutes les personnes qui étaient au nord de cette ligne voyaient un phénomène au sud, on s'est dit bon, là visiblement c'est un phénomène qui est très haut dans le ciel et qui est commun et qui est observé par toutes ces personnes. Pour les spécialistes, il pourrait donc s'agir d'un débris de satellite qui rentrerait dans l'atmosphère. Alors comment expliquer que Jean-Jacques Velasco, pourtant spécialiste du sujet au CNES, ne retienne pas cette version? Cela signifie-t-il qu'on a voulu nous cacher quelque chose? Notre témoin apporte une autre théorie. Velasco serait connu pour sa passion pour les phénomènes inexpliqués, et notamment les ovnis.
Jean-Jacques Velasco ne nous a pas dit là on pense vraiment ce sont des ovnis. Le connaissant, ayant vu et ayant lu ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit à droite à gauche, je suis à peu près persuadé qu'il était persuadé qu'on avait affaire à une invasion. Voilà, je pense que c'est quelque chose que peut-être il aurait souhaité, j'en sais rien. Il faut le lui demander, mais la question était ouverte. Avec la diffusion des images uniques du phénomène étrange prises par Patrick Depin et diffusées sur TF1, Jean-Jacques Velasco va commencer à semer le doute dans les esprits. Selon lui, le phénomène du 5 novembre ne peut pas être une rentrée atmosphérique, car d'habitude, l'objet principal précède les débris. Or, dans le cas présent, nous avons la présence de ces 3 points lumineux qui précèdent l'objet principal, qui est donc cette tache blanche. Par conséquent, il ne semble pas que cet événement corresponde à la rentrée d'un phénomène dans l'atmosphère. Si le phénomène décrit par les témoins et expliqué par Jean-Jacques Velasco n'est pas une rentrée atmosphérique, alors que peut-il être? Le 8 novembre au matin, cette fois, c'est un téléx de la NASA qui confirme au CNES la rentrée dans l'atmosphère d'un étage d'une fusée russe au-dessus de la France, vers 19h. Pourtant, étrangement, Jean-Jacques Velasco campe sur ses positions. Il semblerait qu'il y ait un satellite qui soit en phase de rentrée dans la période qui concerne le temps d'observation, mais nous ne pouvons pas pour l'instant affirmer quoi que ce soit à ce sujet. Mais un satellite à lui seul ne suffirait pas à expliquer le phénomène? Non, absolument. Il pourrait expliquer, tout au moins pendant quelques secondes, une forte lueur, mais il ne pourrait pas expliquer la durée d'observation qui s'étale sur plusieurs minutes. De manière incompréhensible, Jean-Jacques Velasco et le CNES ne vont réagir au téléx de la NASA que 24 heures plus tard. Pourquoi ce délai? Que s'est-il passé à l'abri des regards dans les bureaux du CNES? À l'époque, dans ma tête, le doute ne subsistait pas, et je sais que le technicien qui était avec nous, pour lui, n'avait aucun doute non plus. On a mis Jean-Jacques un peu devant les faits, et il a fallu qu'on insiste un tout petit peu. Allez. Je me souviens que les Anglais avaient publié un communiqué. Bon, à ce moment-là, au CNES, des personnes se sont dit il faut absolument qu'on fasse un communiqué aussi rapidement parce que sinon, c'est pas sérieux. Ce communiqué du CNES est lapidaire. Pour la plupart des Français, pour tous ceux qui n'ont pas vu le phénomène de leurs propres yeux, comme pour tous les médias, cette bien étrange affaire est enfin terminée. Mais pour tous les autres, l'explication ne tient pas et le CNES cache la vérité. Pour eux, l'apparition lumineuse qu'ils ont vue ne peut pas être confondue avec les débris d'un satellite ou d'une fusée. Non, c'est autre chose. Et très rapidement, les témoins vont éprouver de la colère, de l'amertume et va naître une suspicion chez eux, toujours présente 25 ans après les faits. L'État a certainement pris conscience de ce qui s'était passé. Ils ont eu certainement la preuve, eux, mais n'ont pas voulu la communiquer aux médias. Moi, j'ai l'impression que la violation de cet espace aérien a été étouffée. Cette réponse qui m'a été faite, j'ai pris ça comme une fin de non-recevoir et l'affaire se terminait pour moi. L'affaire officielle se terminait. C'est une marmite sur laquelle on va mettre un couvercle et hop, voilà. C'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment de réponse par rapport à ce qu'on avait pu vivre et voir dans le ciel ce soir-là, ça c'est sûr. Je suis en colère contre ça, parce qu'il n'y a pas eu l'attention nécessaire portée à ce truc-là. Nous avons décidé de contacter le GEPAN, le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le GEPAN est l'organisme qui a succédé au CEPRA en 2005. 25 ans plus tard, l'affaire du 5 novembre 90 reste un très mauvais souvenir au CNES. Aujourd'hui, c'est un ingénieur, Xavier Passot, qui dirige le GEPAN. Et il reconnaît les défaillances du CEPRA, l'organisme dirigé à l'époque par Jean-Jacques Velasco. 5 novembre 90, pour le GEPAN, il faut bien savoir que ça a commencé par une phase de confusion. Bien sûr, on n'était pas préparé, le CEPRA de l'époque n'était pas préparé à cet événement-là. Donc il y a eu une phase de flottement. Mon prédécesseur, Jacques Velasco, au départ, ne savait pas ce que c'était. Donc il a fallu pas mal de temps pour investiguer. Il y a une phase, on peut parler de panique au CNES. À l'époque, la mission du CEPRA était d'observer et d'étudier les différentes rentrées atmosphériques d'objets, soit artificiels, soit naturels, sur Terre.
Mais surprise, au CNES, visiblement, personne n'était expert en la matière. Le CNES n'était pas préparé du tout à ce type de phénomène. Personne n'avait jamais vu de rentrée atmosphérique de ses propres yeux et savait vraiment à quoi ça ressemblait. En plus, à l'époque, ça s'appelait CEPRA, Service d'études des phénomènes et retombées atmosphériques, quand même. Donc, il devait être un peu plus préparé que ce que je lui dis, quand même. Il aurait dû. Il aurait dû. Au moment des faits, difficile pour le CNES d'admettre qu'il ne connaît pas grand-chose aux rentrées atmosphériques. Aujourd'hui, Xavier Passot considère qu'à l'époque, les explications nécessaires n'ont pas été fournies aux médias, pas plus qu'aux témoins. Quand je regarde la presse de l'époque, je suis très étonné de voir qu'il n'y a pas de description de ce qui se passe lors d'une rentrée atmosphérique. Je ne sais pas pourquoi Jean-Jacques Velasco ne l'a pas expliqué, parce que c'était à lui de le faire. Effectivement, pour un témoin qui a vu une photo au 3e étage de Sudérus, qui n'est que jamais qu'un gros cylindre, on parle d'un objet. Et les témoins, eux, d'abord, ils ont vu soit un immense objet de plusieurs centaines de mètres de long, pour ceux qui ont assimilé l'ensemble des points à un seul objet, soit une multitude de points. Donc effectivement, si on ne leur a pas expliqué la problématique de la fragmentation dans la rentrée atmosphérique, je comprends, moi, que les témoins de l'époque n'aient pas cru à l'explication. Je le comprends. Et les témoins désabusés en 1990, on les compte par centaines. De plus, à l'époque, Internet n'existant pas et sans l'aide du CEPRA, difficile, voire même impossible, de trouver par soi-même des explications ou des images d'une quelconque rentrée d'un objet artificiel dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nous disposons de telles images, notamment grâce à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et voici à quoi cela ressemble. Sur ces images, filmées en 2008 par des scientifiques, à partir d'un avion volant au-dessus du Pacifique Sud, on peut observer la rentrée d'un ATV, un vaisseau cargo spatial de ravitaillement. Au contact de l'atmosphère, le cargo explose et se disloque en de nombreux morceaux qui vont à leur tour eux aussi se consumer. Un véritable feu d'artifice à plus de 100 km d'altitude. Nous avons retrouvé un des scientifiques qui était à bord de l'avion ce jour-là. Il s'appelle Jérémy Vaubaillon. Il est astronome et chercheur et va décrypter pour nous ces images d'une rentrée atmosphérique. On voit un gros objet et derrière quelques fragments. Voilà, là l'objet explose, on voit qu'il y a du gaz qui est resté, et là par contre on voit beaucoup plus de petits fragments. On voit aussi que les fragments s'éloignent tout autour du fragment principal. On voit aussi que les morceaux les plus gros en fait sont devant parce que l'atmosphère a moins d'effet sur eux, et les objets les plus petits en fait sont derrière, tout simplement parce que l'effet de l'atmosphère sur les petits objets est bien plus grand que sur les gros. On voit ici 1, 2, 3 gros objets, et puis derrière voilà, des centaines de petits fragments. Les objets s'échauffent de plus en plus et ils fondent et ils cassent de plus en plus. Le phénomène dure longtemps, quelques minutes, et on voit que les fragments qui sont derrière peuvent survivre pendant quelques minutes aussi. Donc voir plusieurs points lumineux qui semblent se suivre les uns après les autres, c'est tout à fait normal dans le cadre d'une rentrée atmosphérique. Des images impressionnantes qui, si elles avaient existé il y a 25 ans, auraient sans doute permis aux témoins d'avoir des éléments de comparaison avec leurs propres observations. Mais au cours de notre enquête, nous nous sommes rendus compte qu'à l'époque, le CEPRA n'a pas uniquement fait preuve d'un cruel manque de connaissances et de pédagogie. Il a aussi commis des erreurs. Le 9 novembre, le communiqué annonce la trajectoire de cette fameuse rentrée atmosphérique observée dans toute la France. Un axe qui va de Pau à Strasbourg. Problème, pour certains témoins, cette trajectoire ne correspond pas à leurs observations. Les témoins se seraient-ils trompés? Ou la trajectoire officielle de la rentrée atmosphérique du 5 novembre 90 serait-elle fausse? Si tel était le cas, pourquoi le CNES n'a-t-il pas, depuis, publié un rectificatif? Pour en avoir le cœur net et à notre demande, le CNES a bien voulu rouvrir le dossier. L'un de ses spécialistes va refaire le calcul de la trajectoire à partir des éléments connus à l'époque. Pierre O'Malley est l'un des experts des rentrées atmosphériques au CNES. Grâce à lui, 25 ans après, nous allons enfin connaître la vérité. Ce 5 novembre, à 110 km, ce jour-là, on était au-dessus
de l'Amérique du Sud. On a traversé donc tout l'océan Atlantique. À 18h59, on était dans le golfe de Gascogne. À 19h00, on était au-dessus de Bordeaux. À 19h01, on était déjà à Strasbourg. Et les débris seraient retombés entre l'Allemagne et la République tchèque. Étonnant! Selon Pierre O'Malley, la trajectoire de la rentrée du 5 novembre 1990 suit un axe Bordeaux-Strasbourg et non un axe Pau-Strasbourg, tel que l'annonçait le communiqué du CNES de 1990. 25 ans plus tard, nous connaissons donc enfin la trajectoire précise de cette spectaculaire rentrée atmosphérique. Mais les témoins se posent toujours bien des questions, car il y a aussi de nombreux cas étranges et des ovnis qui demeurent bien mystérieux. Il y a certains cas quand même qui posent problème. Alors, est-ce qu'ils ont vu autre chose en même temps? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a eu un autre phénomène en même temps? Nous, on n'a aucun élément pour le prouver. Donc pour nous, ces témoignages un peu hors normes sont gênants. Il y a en effet de nombreux cas jugés gênants. Comme celui par exemple d'Alain Atta à Reims qui a vu un ovni selon une trajectoire sud-nord qui ne coïncide pas avec celle de la rentrée atmosphérique. Mais il y a encore d'autres cas plus étranges où le témoin observe simultanément deux phénomènes apparemment bien distincts. Serait-il possible que le soir du 5 novembre 1990, quelque chose d'autre qu'un morceau de fusée russe ait survolé la France? Josiane Clouet vit à Neufgrange en Alsace. Et ce que cette mère de famille va voir le soir du 5 novembre dépasse l'entendement. Il est presque 19h. Josiane Clouet et son fils Michael, alors âgé de 4 ans, viennent de quitter le domicile de ses beaux-parents et se dirigent en voiture vers Neufgrange. Lorsque soudain, le regard de Josiane est attiré par une forte lumière sur sa droite. Je regardais par hasard comme ça en l'air et j'ai vu 5-6 boules qui rentraient comme ça, comme une pluie d'étoiles filantes. Mon regard les a suivis sur la gauche et j'ai aperçu à ce moment-là une masse ronde. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je sais pas. Ça m'a surprise et je me suis arrêtée. J'ai mis la voiture de côté et j'avais mon fils avec moi et je lui ai dit de rester à l'arrière de la voiture. Et moi, je suis sortie. Alors que les lumières disparaissent vers le nord-est, Josiane Clouet va porter toute son attention vers le nord sur cette masse ronde, sphérique, cerclée de petites lumières. La sphère est restée immobile au-dessus de la forêt, sans bruit, sans aucun bruit. Au milieu de la sphère, c'est comme si la sphère était coupée en deux et qu'il y avait cette rangée de hublots tout autour, comme des petites fenêtres. Je me dis, c'est quoi ça? Ça me fascinait. On aurait dit que je ne pouvais plus décoller, comme pétrifiée sur place, carrément. À un moment donné, l'angoisse m'a pris en me disant, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Surtout, j'avais mon fils à l'arrière de la voiture. Je me suis dit, bon, vaut mieux que je rentre de la voiture et que je rentre. Et en même temps que j'ai démarré ma voiture et que j'ai commencé à partir, la sphère s'est déplacée, en même temps que moi, à mon rythme. Elle a disparu derrière les maisons. Je ne sais pas comment, elle a disparu. Un témoignage troublant. Nous avons présenté ce cas à Pierre O'Malley, l'expert des rentrées atmosphériques au CNES. Il a simulé sur ordinateur la trajectoire des boules lumineuses qu'a vu dans un premier temps Josiane Clouet. Voilà ce que donne la simulation. Des débris qui arrivent derrière et donc de la droite vers la gauche. La trajectoire de ces débris correspond à celle de la rentrée atmosphérique. Mais en ce qui concerne l'observation faite au nord, la sphère sombre avec des petites lumières, Pierre O'Malley en est réduit à une hypothèse. Des débris qui auraient donc une trajectoire qui viendrait se positionner au-delà, à 140 km, c'est possible, probable, je sais pas. Le spécialiste du CNES est prudent. Car s'il est possible de prévoir et de déterminer la trajectoire d'une rentrée atmosphérique, il est encore impossible de prévoir les multiples directions que prennent les débris après la fragmentation de l'objet principal,
et de localiser la retombée sur Terre de certains d'entre eux qui ne se seraient pas consumés dans l'atmosphère. Les étranges phénomènes lumineux du 5 novembre 1990 n'ont pas encore révélé tout leur mystère. Mais grâce à cette enquête, certaines informations ont enfin été révélées. 25 ans après les faits, les témoins, qui ont toujours pensé qu'on leur cachait la vérité, savent désormais que le CNES reconnaît les erreurs dans les informations délivrées à l'époque. C'est la fin de la loi du silence qui entourait cet événement qui a bouleversé un grand nombre de Français. Aujourd'hui, grâce à de nouveaux moyens techniques, des scientifiques peuvent réouvrir ce dossier et peut-être parviendront-ils à expliquer les phénomènes les plus étranges. Mais pour certains témoins, dont la vie a changé depuis cette vision incroyable, il sera toujours difficile d'admettre que ce phénomène puisse s'expliquer. Car ils sont certains d'avoir vu ce soir-là des vaisseaux extraterrestres. À chacun sa vérité, à chacun ses convictions.